Bienvenue à ce rendez-vous maintenant bien installé, hein, un verre avec, rendez-vous Oui Demain Morning Coworking et en partenariat avec les rendez-vous du futur qui vont filmer cette soirée et qui sera diffusée en direct sur YouTube. Voilà, donc rendez-vous effectivement installé après Cyril Dion, après l'économiste Nicolas Bouzou, après Gilles Kepel, après François Hollande. Eh bien, nous avons l'honneur, le plaisir de recevoir, d'accueillir ce soir Étienne Klein. La plupart d'entre vous le connaissent, tout le monde le connaît, mais enfin, donc je rappelle qu'il est physicien et philosophe des sciences. Enfin, il est d'ailleurs assez difficile à définir parce que vous touchez à beaucoup de choses, vous faisez une réflexion sur beaucoup de thématiques, mais donc quand même au départ physicien et philosophe des sciences. Bon, votre parcours très vite, vous êtes passé par Louis-le-Grand, l'école centrale de Paris, vous êtes docteur en philosophie des sciences, vous avez été détaché au CERN, où vous avez participé comme ingénieur à la conception du grand collisionneur de particules européen, vous avez enseigné la physique quantique, la physique des particules et la philosophie des sciences à l'école centrale de Paris. Aujourd'hui, vous êtes au CEA, le CEA qui n'est pas, comme chacun pourrait le penser, le commissariat aux énergies atomiques, à l'énergie atomique, mais le commissariat, désormais, c'est toujours CEA, mais c'est commissariat aux énergies atomiques et aux énergies alternatives. C'est ça, hein, voilà. Je l'ai appris ce soir, je pensais que pour eux, le CEA, c'était toujours le CEA. Ben non, voilà. Ça s'est renforcé, si je puis dire. Alors, vous avez publié pas moins d'une quarantaine d'ouvrages depuis 1991. Le premier, c'était Conversation avec le Sphinx, dans des ouvrages autour des questions soulevées par la physique contemporaine, le temps en physique, les interprétations de la physique quantique. On vous posera peut-être la question tout à l'heure. Et puis, donc, toute une série de livres. Je donne quelques titres, je ne peux pas donner les 40, mais quelques titres, comme ça vous donne quelques idées, quelques pistes sur les sujets que vous avez traités. Regard sur la matière, le temps existe-t-il? Vaste sujet. Discours sur l'origine de l'univers. Rugby quantique, celui-là je l'aime particulièrement. Y a-t-il eu un instant zéro? Qu'est-ce que la gravité, pardon, je vais y arriver. Matière à contredire. Et puis celui qui est à venir, qui s'appelle, on peut donner le titre déjà, puisque je l'ai reçu aujourd'hui. J'ai pas reçu le livre, j'ai reçu en tout cas le titre. Ce qui est sans être tout à fait, essai sur le vide. Là encore, vaste programme. Voilà, vous avez tous compris, vous en êtes tous convaincus. Étienne Klein est un éminent scientifique et surtout, également un extraordinaire vulgarisateur. Donc, c'est bien évidemment impossible de traiter tous les sujets, mais vous allez pouvoir le faire tout à l'heure dans vos questions, puisque les questions sont largement ouvertes et vous pouvez revenir sur tous les thèmes que vous voulez, et notamment sur les thèmes que nous n'allons pas traiter maintenant, parce que dans les premières 40 minutes, disons, on va donc serrer, si je puis dire, le centre de nos investigations et nos réflexions autour de l'idée de progrès. Et cette idée de progrès, ça interpelle particulièrement Oui Demain, qui, vous le savez, est la revue pour changer d'époque. Et on va le faire notamment à partir de ce livre qui se trouve d'ailleurs au fond de la salle, livre qui est assez récent, je crois qu'il est 2017, qui s'appelle Sauvons le progrès. C'est un livre en dialogue avec Daniel Lafay, et qui est donc un livre qui va nous permettre de beaucoup de parler, d'engager le débat autour de cette idée de progrès. Également, autre livre que j'ai lu récemment et que je trouve tout à fait intéressant, parce qu'il traite de beaucoup de sujets, donc c'est assez intéressant parce que vous passez d'un sujet à l'autre, mais chaque fois avec une vraie réflexion, donc qui s'appelle Le Monde selon Étienne Klein. C'est en fait une série de chroniques que vous avez fait pendant 2 ans sur France Culture, donc je vous donne quelques titres de chroniques, comme ça là aussi ça vous donnera des idées. Les mathématiques, la physique et le langage, ça c'est assez simple. La vérité est-elle relative? Alors ça j'aime encore mieux. L'effet Rolling Stone ou l'intrication quantique. Quand la physique cessera-t-elle de broyer du noir? Effectivement. Que montrent donc les montres? Vide quantique et paradis fiscaux. Quand le froid de l'eau chaude se les gèle. Voilà.
quelques-unes des chroniques, vous voyez que les sujets sont effectivement nombreux et vastes. Donc, on va démarrer, parce qu'on ne peut pas, je le répète, parler de tout, sur cette idée de progrès, sur ce livre Sauvons le progrès. Alors, le titre, vous m'avez dit, il est un petit peu ambigu, ce n'est pas tout à fait ce que vous pensez, vous allez pouvoir nous le préciser. On part quand même de cette idée qu'il y a un constat au début de ce livre et que je crois beaucoup de gens eux-mêmes ont fait ce constat, c'est-à-dire l'idée de crise autour du mot progrès, deux signes dans les discours, notamment les discours, j'allais dire officiels, etc. On utilise de moins en moins le mot progrès, c'est assez étonnant. Et il est notamment détrôné par le mot innovation. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de progrès, aujourd'hui on parle d'innovation. Pourquoi? Qu'est-ce que cela révèle? Bien, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus nombreux. Je voulais d'abord dire que je suis intimidé ce soir, non pas tellement par votre présence, même si elle est massive, mais par le fait que je discute avec M. Leclerc, qui, il y a 20 ans, m'a fait subir, on peut le dire comme ça, ce qu'on appelle un média training. Il s'agissait de faire semblant d'être à la radio et de parler du nucléaire, puisque j'étais envoyé là par le CEA. Et ça a été une expérience traumatique, dont je ne suis pas sûr que les effets à long terme soient positifs. C'est pour ça que le regard du maître sur l'élève que j'étais m'inquiète. Bon. Alors, cette histoire de progrès, en effet, elle est problématisée depuis quelques décennies. Il y a toutes sortes d'ouvrages qui expliquent qu'il y a une crise du mot progrès, qui montrent que certaines promesses n'ont pas été tenues, que certaines choses que nous apprenons viennent démentir certaines idées naïves que les philosophes des Lumières pouvaient avoir a priori. Mais avec un collègue de l'Académie des technologies qui s'appelle Gérald Bronner, qui est sociologue, on a non pas tenté de lire tous les livres consacrés à cette crise, mais on a fait une mesure toute simple avec un logiciel qui permet de compter l'usage des mots dans les discours publics. Et on a vu ce que chacun peut entendre, si j'ose dire, à savoir que ce mot, qui est un mot qui a été structurant de la modernité quand même, qui est apparu en gros pendant les Lumières, qui a été écrit pendant 3 ou 4 siècles avec une lettre majuscule, progrès. Et bien ce mot, qui a été, je le répète, structurant de ce qu'on appelle la période moderne, a été liquidé en quelques décennies. Il a disparu. Et il a été remplacé donc progressivement à partir de 1980 par le mot innovation, qui est un mot très ancien, mais qui avait disparu de la circulation. Par exemple, les gens de ma génération qui ont fait leurs études, en l'occurrence d'ingénieurs dans les années 80, ou un peu avant, se souviennent qu'ils n'entendaient pas ce mot. Moi, j'ai vérifié ça auprès de camarades de l'école centrale qui étaient de la même promotion que la mienne. Nos professeurs parlaient d'invention, de progrès, d'application, de découverte, mais pas d'innovation. Et donc, avec Gérald Bronner, on a vu en effet l'apparition progressive du mot innovation, le croisement des deux courbes au début du XXe siècle, le progrès qui descend, l'innovation qui monte. On pourrait se dire finalement, c'est pas très grave, ce sont deux mots sinon synonymes, du moins appariés, et donc cette permutation est un effet de mode qui n'a pas d'incidence sur notre façon de penser le rapport au futur. On s'est modernisé, disons. On a liquidé un mot dont on pensait qu'il était porteur de valeurs devenues négatives et on l'a donc remplacé par un autre. Et alors là, avec un autre collègue, cette fois du CEA, qui s'appelle Vincent Bontemps et qui est philosophe, on a regardé l'histoire du mot progrès, ce qu'il signifie, l'histoire du mot innovation, qui est passionnante, et on s'est rendu compte, après avoir étudié ce passage par le temps, par l'histoire, on s'est rendu compte que notre rhétorique autour de l'innovation ne rend pas du tout justice à l'idée de progrès, et même la contredit. Alors pour le dire très simplement, le mot innovation, il est apparu en bas latin au XIVe siècle. C'est un terme juridique. Innovatio, en latin, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un avenant. C'est-à-dire ce qu'il faut changer dans un contrat pour qu'une modification qui se produit autour du contrat ne rende pas le contrat invalide. Autrement dit, l'innovatio, en l'occurrence,
c'est ce qu'il faut ajouter au contrat pour que le contrat ne change pas. Donc déjà, on s'aperçoit que dans cette première occurrence, l'idée d'innovation est attachée à l'idée de conservation. Ensuite, ce terme va se retrouver dans un vocabulaire, disons, politique, chez Machiavel, par exemple. Machiavel dit beaucoup de choses, par exemple que le prince, lorsqu'il a le pouvoir, ne doit pas innover, sauf quand son pouvoir est menacé. Donc il faut innover pour garder le pouvoir, tel qu'il est. Donc il faut changer les choses pour que les choses ne changent pas. Ensuite, ce mot qui n'a aucune connotation technique, jusqu'à Francis Bacon. Francis Bacon, c'est donc un philosophe du XVIIe siècle, anglais, écrit de nombreux ouvrages, notamment un qui s'appelle Essais et conseils civils et moraux, qui est publié en 1625. 1625, c'est donc avant le siècle des Lumières. Et dans ce livre, il y a un chapitre qui s'intitule « L'innovation ». Et il faut le lire. Parce que si vous ne savez pas qui l'a écrit, ni quand il a été écrit, vous pourriez penser que c'est un texte d'Alain Minck, de Jacques Attali ou de Nicolas Bouzou. Qu'est-ce que dit Bacon? Il dit que les forces du bien étaient maximales au départ, les forces du mal sont continues. Donc le temps qui passe est un temps corrupteur qui abîme les situations, qui dégrade les choses. Plus on s'éloigne de l'âge d'or, plus les conditions deviennent mauvaises. Comment empêcher que le mal l'emporte? Par l'innovation technique. Et il dit qu'il faut innover pour que finalement le monde ne se défasse pas. Il faut innover pour maintenir le monde tel qu'il est. Et il ajoute, il ne faut pas innover trop vite, car si on innove trop vite, l'innovation est perçue par la population comme une étrangère, et est donc rejetée. Il ne faut pas non plus innover trop lentement, parce que si on innove trop lentement, les dégâts produits par le temps qui passe deviendront irréversibles, de sorte que les innovations auxquelles on pense ne pourront pas empêcher cette irréversibilité de se produire. Donc il conclut, il faut innover au rythme du temps. Ensuite, le progrès. Comment est-ce qu'il est défini? Alors il y a de multiples définitions qui ont en commun le fait de dire que croire au progrès, c'est accepter qu'on puisse relativiser le négatif. C'est-à-dire ce qui ne va pas dans une société, une entreprise, même une personne, une structure, n'est pas condamné à mal aller éternellement. Ce qui ne va pas, c'est au contraire ce sur quoi on peut travailler pour sortir ce qui ne va pas de sa négativité. Donc le négatif, au lieu d'être un absolu, devient le ferment du meilleur, puisque c'est ce qui va permettre de changer la situation en mieux. Alors, je vous interromps là parce que vous avez effectivement une réflexion qui est dans le livre tout à fait intéressante sur le risque. C'est-à-dire, vous dites que le risque a été longtemps considéré comme inhérent au progrès. Et vous citez cet exemple qui est formidable, j'ai trouvé, d'un accident de chemin de fer, donc au début du chemin de fer en 1851, je crois. Et il y a, c'est ça, quelque chose comme ça, ou enfin dans ces années-là, au milieu du 19e. Voilà, milieu et du 19e. il y a Lamartine qui fait un grand discours et qui dit il faut plaindre. Donc il y a eu beaucoup de morts, je ne sais plus. Voilà. Il dit il faut plaindre les victimes, mais marchons vers l'avenir, c'est-à-dire. Voilà. Et vous dites, ça c'est vraiment, de ce point de vue-là, les choses ont changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a du mal, le progrès, on a du mal à accepter l'idée que le risque fait partie du progrès. Oui, alors en effet, c'est le premier accident de chemin de fer important en France, sur la ligne Paris-Meudon. Tous les passagers sont morts, carbonisés. Et il y a eu des débats dans la presse. Est-ce que c'est vraiment intéressant de rouler en chemin de fer? Ça ne va pas plus vite qu'un cheval. Ça tue des gens. Est-ce qu'on a raison de parier sur ce nouveau mode de locomotion? Et en effet, Lamartine, qui était député à la Chambre, a pris la parole et a conclu en disant plaignons-les, il parle des victimes, plaignons-nous, nous sommes en deuil, mais marchons.
C'était quand même bien avant la République en marche. Donc le slogan actuel est une sorte de plagiat. Bon. Et évidemment, aujourd'hui, un député qui tiendrait un tel discours après une catastrophe n'aurait aucune chance de pouvoir terminer son discours. Donc il y a là quelque chose qui montre que nous ne sommes plus prêts à payer le prix qu'impose le progrès. Ou plutôt, nous ne sommes plus prêts à accepter des sacrifices au nom d'une philosophie de l'histoire. Parce que comme le disait Kant, l'idée de progrès, c'est une idée doublement consolante et, ajoutait-il, sacrificielle. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est consolant parce que vous avez configuré le futur d'une façon crédible et attractive qui vous permet de penser que pour vos enfants, la vie sera meilleure, même si vous-même n'en ferez pas nécessairement l'expérience. Et c'est doublement consolant, deuxième fois consolant, par le fait que l'idée de progrès donne sens aux sacrifices qu'elle impose. Alors pourquoi est-ce qu'elle impose des sacrifices? Tout simplement parce que le progrès n'est pas automatique. Et donc si vous croyez à une société, disons, meilleure, vous devez travailler pour la faire advenir. Et donc croire au progrès, dit Kant, mais là je le dis plutôt avec les mots de Luc Ferry, croire au progrès, c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. Il faut donc que le futur soit configuré, qu'il soit dessiné, qu'il soit représenté. Et il faut qu'il soit représenté d'une façon crédible, sinon, par définition, on n'y croit pas, donc on ne se sacrifie pas. Et puis attractive, pour que les sacrifices imposés aient un sens. Et c'est là que, pour finir ma démonstration tout à l'heure, l'idée de progrès, elle suppose que le temps qui passe est constructeur. Le temps qui passe est complice de notre liberté, de notre volonté. Il est notre allié, à condition qu'on fasse les choses proprement. Et donc, c'est à partir d'une certaine idée du futur qu'on décide d'agir. Alors que, aujourd'hui, quand on parle d'innovation, par exemple, lisez le texte écrit par la Commission européenne lorsqu'on a décidé de passer du traité de Lisbonne, qui voulait faire de l'Europe la société de la connaissance. On a laissé tomber la connaissance. Et on a dit qu'il faut devenir l'union de l'innovation en 2010. Lisez le texte qui fait 50 pages. Le mot innovation y est cité 307 fois, sans être nulle part défini. Et les premières lignes, c'est l'Europe est face à des défis qu'elle a identifiés, compétitivité des entreprises, vieillissement de la population, réchauffement climatique, raréfaction des ressources, etc. Et elle a compris qu'elle ne pourra relever ces défis que grâce à l'innovation. Autrement dit, moi j'ai évidemment rien contre l'innovation, je suis même pour. Mais cette rhétorique-là, qui s'appuie sur l'idée, comme chez Bacon, que le temps est corrupteur. Autrement dit, c'est l'état critique du présent qui sert à justifier l'innovation, et non pas une certaine idée du futur. Et pour cause, l'idée de futur, regardez, lisez les journaux, regardez Internet, l'idée de futur est laissée en jachère intellectuelle. Elle n'est plus du tout ancrée dans les discours, ou alors quand elle l'est, c'est sous le régime de la catastrophe. Mais le futur n'est plus configuré. Ma génération, on est à peu près de la même, a été biberonnée à l'an 2000. Je veux dire, les magazines pour adolescents, toutes les semaines, nous expliquaient comment, en l'an 2000, on allait manger, communiquer, se déplacer, travailler. Beaucoup de ces représentations se sont révélées fausses ou partiellement fausses, mais peu importe, peu importe. Chacun d'entre nous était capable de tracer une trajectoire individuelle entre le présent où il se trouvait et puis cet horizon temporel qui lui était présenté. Aujourd'hui, les adolescents n'entendent jamais parler de 2100. En tout cas, il n'y a aucune représentation crédible pour la bonne raison que lorsque les scientifiques parlent du futur aujourd'hui, alors je ne parle pas des physiciens, je parle plutôt des gens qui travaillent sur le climat, ou sur l'énergie, ou sur la biodiversité, ou sur l'environnement. Quand ils parlent du futur, vous le savez comme moi, c'est des perspectives sombres. Autrement dit, l'idée de progrès est entrée en crise parce que lorsque nous parlons du futur de façon crédible, ce n'est pas attractif.
Et quand nous en parlons de façon crédible, attractive, pardon, ça n'est pas crédible. Donc on est dans une forme d'impasse, puisque l'idée de progrès qui réclame une philosophie de l'histoire n'a plus de philosophie de l'histoire à sa disposition. Et c'est pour ça qu'on est passé d'une démarche de prospective à une démarche basée sur l'innovation, darwinienne on pourrait dire. On tente des trucs, on innove, puis on verra bien ce que ça donne. Et comme nous ne sommes pas capables de prévoir ce que feront nos actions, Paul Valéry l'avait déjà dit, hein, l'homme c'est en général ce qu'il fait, il ne sait jamais ce que fait ce qu'il fait. Voilà. Et donc on a compris ça. Et donc on est incapable de dire comment sera le futur à partir de l'examen local de nos actions présentes. Et donc il faudrait, et je ne sais pas comment faire, à mon avis c'est un peu la conclusion du livre. Moi je ne dis pas qu'il faut sauver le progrès, donc c'est en cela que le titre ne me convient pas, mais ce que je dis, c'est ce que je propose, c'est qu'au lieu de liquider cette notion au motif qu'elle aurait été balayée par le XXe siècle, qui aurait trahi tous les embrayages automatiques qu'on avait pu imaginer entre progrès scientifique, progrès technique, progrès matériel, progrès politique, progrès moral. On sait que ça n'a pas marché comme ça, l'embrayage n'est pas si efficace. Mais plutôt que de liquider l'idée de progrès, si on y croit, de la soumettre à elle-même. C'est-à-dire de faire progresser l'idée de progrès. Après tout, on n'a aucune raison de cesser de la penser au motif que les philosophes des Lumières l'ont pensée. Dans leurs écrits, on peut détecter des naïvetés incroyables. Le XXe siècle nous a déniaisés. Il nous a appris des choses. Par exemple, il nous a appris que par des boucles nouvelles et inattendues, nous allons de plus en plus dépendre de choses qui dépendent de nous. Climat, etc. Je n'ai pas besoin de donner beaucoup d'exemples, vous les avez en tête. Ça veut dire que comme nous ne sommes pas capables de prévoir ce que nous allons faire, sachant que ce que nous allons faire va jouer dans la situation future, nous ne sommes pas capables de prédire le futur. Et ça, c'est une situation un peu critique, puisqu'il n'y a plus d'idéologie, et nous avons compris que les ressorts de la prédiction se sont en partie cassés par le fait que le futur va dépendre de nous. Nous sommes, oui, vous dites exactement, nous sommes dans un présentisme furieux, ce qui est assez amusant, et on l'est en plus particulièrement, dites-vous, en France. Il y a une problématique française en matière de progrès scientifique, une sorte de dépression alimentée par le sentiment de la perte, et ce qui n'existe pas du tout, dites-vous, ou du moins beaucoup moins, en tout cas, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie, et encore moins en Chine ou en Corée du Sud, où là, au contraire, c'est toujours l'enthousiasme pour le progrès. Comment expliquer ce malheur français, si je puis dire ? Moi, je ne suis pas historien, ni sociologue, ni psychologue, hein, mais j'en ai discuté avec un économiste qui m'avait dit que c'était un effet lié à la collaboration. Autrement dit, la France est un pays dans lequel on n'a pas confiance dans l'autre. Alors, il y a des tests qui le montrent. Par exemple, on demande à un Français qui a perdu son portefeuille dans la rue, quelle est, à son avis, la probabilité qu'il le retrouve au commissariat. Le Français va dire presque 0. Le Danois, il dit 100%. Donc il y a une confiance dans l'autre qui n'existe pas chez nous, dont les origines mériteraient d'être davantage étayées que ce que je viens de faire. Simplement, il y a eu un sondage récent, assez étonnant, qui montre qu'en France, seulement 16% des jeunes souhaitent vivre dans le futur. Ce qui est d'ailleurs... je ne sais pas où ils vont aller d'ailleurs, parce que je ne suis pas sûr qu'ils aient le choix. Mais ça, c'est quand même une très bonne illustration du présentisme que vous évoquez. C'est-à-dire, on est bloqué dans le présent au sens où, si on vous proposait de retourner dans le passé, il y a beaucoup de gens qui disent que c'était mieux avant, etc. Mais est-ce que vous seriez prêt, vraiment, à retourner dans le passé, à la condition, évidemment, que vous connaissiez la suite de l'histoire ? Donc, je vous prends en 2019. Je vous demande de choisir une période du passé qui vous semble intéressante et que vous auriez aimé vivre. Et une capsule temporelle vous y amène avec le souvenir de votre vie vécue jusqu'à maintenant. Alors, admettons que vous choisissiez, je ne sais pas, 1925, 26.
qui sont pour moi des années miraculeuses, puisque ce sont les années où ont été fondés les principes de la mécanique quantique. Donc moi, si j'avais le choix, j'irais là écouter les discussions entre Einstein, Bohr, Dirac, Heisenberg, Schrödinger à l'hôtel Métropole de Bruxelles, pour comprendre comment ces types-là, tous très jeunes, ont réussi à mettre sur pied une physique hallucinante, dont les concepts sont des concepts qui n'ont rien à voir avec les concepts familiers. Je pense que là, il y a un mystère, une sorte de génie collectif qui s'est manifesté pendant une période très courte, et j'aimerais bien aller y voir. Ça, c'est la théorie. Parce qu'en pratique, si j'avais un problème de, je sais pas, de dents, de dentition, il faudrait que j'aille chez le dentiste en 1925. Et je ne crois pas que j'aurai le courage. Autrement dit, si vous savez qu'on peut aller chez le dentiste sans souffrir, ce qui est le cas aujourd'hui, vous ne pourriez pas supporter d'y aller en 1925. Donc tous ceux qui nous racontent qu'ils aimeraient vivre dans le passé, en fait, ne sont pas sincères, ou alors ils imaginent qu'ils vivraient dans le passé exactement comme vivaient les gens de la période passée à laquelle ils pensent, qui, après tout, ont réussi à vivre. Et pareil pour le futur. Qui serait d'accord pour partir direct en 2050 en conservant son âge actuel, sans possibilité de retourner dans le présent actuel? Alors y aller en touriste pour voir, un peu comme au cinéma, on serait quelques-uns à être intéressés. Mais qui a hâte vraiment d'être en 2050? Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de candidats. Et c'est ça qui fait qu'on est prisonnier d'une forme de temporalité qui est presque intégralement concentrée dans le présent. Et d'ailleurs, toute notre activité consiste essentiellement à réceptionner des informations qui nous viennent et qui concernent le seul présent. Et ça empêche de prendre le recul nécessaire nous permettant de comprendre ce qui se construit, ce qui se détruit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se construit, qu'est-ce qui se détruit. Qui est capable de le dire? En fait, je pense que si on croit tant à l'innovation, c'est à juste raison parce que nous sommes tous conservateurs. Le principe de l'innovation est un principe de conservation. Il s'agit de changer les choses pour maintenir le monde en l'état. Et dans cette salle, si on faisait une sorte d'interview individuelle, chacun d'entre vous serait capable de dire une chose, une pratique, un paysage, une habitude dont il souhaite ardemment que ses enfants la vivent, la pratiquent, la connaissent comme eux-mêmes l'ont connue. Ça peut être l'enseignement du latin à l'école, ça peut être la façon d'acheter les billets de train, ça peut être la façon de se transporter, ça peut être la façon de faire les enfants. Chacun est capable de nommer une pratique dont il souhaite qu'elle ne soit pas modifiée par la technologie. Donc on est tous conservateurs, le problème étant que nous ne sommes pas tous conservateurs de la même façon, ni à propos des mêmes choses. Ce qui crée des tensions, notamment le fait que nous avons peur que l'évolution technologique entraîne dans son sillage d'autres évolutions qui ne sont pas technologiques, mais qui sont induites par la technologie, dans les valeurs, dans les mœurs, etc. Ce qui fait qu'il y a à l'égard de l'innovation technologique un regard ambivalent. À la fois on la désire parce qu'elle va permettre de maintenir le monde, et en même temps on a peur qu'elle nous entraîne dans des endroits où on ne souhaite pas tous aller, en tout cas pas tous aller au même rythme. Regardez comment, ça, je terminerai juste là-dessus, ce truc assez étonnant, comment en une génération ou un peu plus, le dicton « on n'arrête pas le progrès » s'est retourné. Dans ma génération, quand on était jeune, c'était un jugement moral. C'était un salut enthousiaste adressé au futur. On n'arrête pas le progrès, ça voulait dire il ne serait pas bien, au sens moral du terme, que de vouloir l'entraver, puisque le progrès est une bonne chose. On ne doit rien faire qui puisse l'arrêter. Or, si vous interrogez des jeunes gens, étudiants, comme j'ai pu le faire dans la promotion à laquelle je donne des cours à l'école centrale, je l'ai fait il y a 3 ans, mais je pense que ça ne changerait pas aujourd'hui, j'aurais demandé qu'est-ce que ça veut dire pour vous.
Et leur réponse a été de dire que pour eux, ça signifie qu'il est impossible de l'arrêter. C'est un jugement pratique. C'est-à-dire le sentiment que l'évolution technologique s'est émancipée du vouloir humain, s'est émancipée du politique, qu'elle est portée par sa propre dynamique, ses propres moteurs, et la peur est qu'il y ait une perte de naturalité entre ce que la technologie va devenir et ce qu'elle va induire, et ce que nous désirons politiquement et collectivement. Alors, l'un des effets de cette crise du progrès, pour aller vite, et qui moi, m'a intéressé, interpellé, c'est quand vous parlez du financement de la recherche. Vous dites, aujourd'hui, la plupart des chercheurs sont financés par des projets explicités et la promesse de réussir. Ce qui n'était pas le cas autrefois. Vous dites, par exemple, quand Einstein faisait ses recherches, il n'y avait pas du tout cette nécessité, cette condition d'avoir, de réussir et d'avoir à l'arrivée la certitude d'avoir des projets. Et vous dites, alors que, effectivement, la science ne peut pas vraiment exister si elle ne peut exister que si elle suscite des spéculations désintéressées. C'est un vrai problème, ça, sur la recherche ? En tout cas, c'est un problème, je ne sais pas, en tout cas, c'est une évolution. C'est-à-dire qu'on finance. Mais en fait, c'est cohérent avec ce que demande la société. La société, par le biais des impôts, finance de la recherche et attend que les retombées lui profitent d'une façon ou d'une autre. Alors moi, je pense qu'il y a d'abord une exigence de retombées intellectuelles et culturelles. C'est-à-dire que je pense que les chercheurs doivent faire l'effort d'expliquer ce qu'ils ont trouvé, ce qu'ils ont compris. Que ça intéresse ou pas le public, c'est une autre question, mais en tout cas, cet effort doit être accompli plutôt que de dire c'est trop compliqué, on ne peut pas expliquer, etc. En l'occurrence, je trouve, à titre personnel, que ce qui s'est passé en 2012, quand on a annoncé la découverte de cette particule qui était attendue depuis 48 ans, qui s'appelle le boson de Higgs, je pense qu'on a fait vraiment le service minimum. On aurait dû... Après tout, si la connaissance a une valeur, si elle a une valeur par le seul fait qu'elle ait une connaissance, pas par le fait qu'elle est utile, si la connaissance a une valeur, alors on doit mesurer la valeur de cette valeur au sacrifice qu'on est prêt à accomplir pour la partager. Si la valeur est nulle, ça veut dire que ce n'est pas une valeur. Bon. Et là, j'ai trouvé qu'on s'y était même mal pris et que même si ça a fait la une du journal de 20 heures pendant une soirée, le lendemain, c'était à nouveau l'affaire Strauss-Kahn, etc. Et puis, on a dit des choses très, très courtes. On n'a pas vraiment expliqué cette découverte qui, en fait, remet en cause des choses très profondes, qui, si elle était vraiment prise au sérieux, obligerait à changer jusqu'à certains manuels de philosophie sur le rapport entre matière et masse. En plus, une histoire absolument passionnante. Et j'ai jamais bien compris pourquoi on se prive d'entendre ou de vivre des histoires passionnantes. Ça, j'ai jamais compris pourquoi on considère que c'est pas intéressant a priori, sans même avoir entendu l'histoire. Et donc, moi je me souviens très bien, et ça illustre un peu votre question, il n'y a pas eu de réaction politique à cette annonce. C'était le 4 juillet. Pas d'annonce. Pas de réaction des politiques. Alors que c'était quand même une découverte européenne. On aurait pu mettre en avant le CERN, les collaborations internationales, expliquer qu'en Europe, on découvre tous les bosons et qu'aux États-Unis, on découvre les fermions. On aurait pu vraiment gloser là-dessus. Et en fait, le 17 juillet, donc presque 15 jours après, il y a eu un article dans Le Monde, écrit par un monsieur qui s'appelle Gabriel de Montrose, qui était l'ambassadeur de France au CERN, à Genève, au moment de la création du CERN, en 1954. C'est une façon détournée de dire qu'il n'était pas jeune du tout. Il était centenaire. Il a écrit un petit article dans lequel il explique que le boson de Higgs, sa découverte, est une découverte aussi importante qu'a été la découverte de l'électron, et qu'avec lui, on va pouvoir faire une nouvelle industrie, une bosonique. Bon, évidemment, c'était complètement faux. La durée de vie de cette particule, c'est 10 puissance moins 23 secondes. On ne va pas faire des médicaments avec. Mais ça a créé un enthousiasme chez les politiques. Du coup,
l'un d'entre eux, éminent, a appelé le CERN en demandant à visiter les expériences. Moi, j'étais en vacances à Chamonix, on m'appelle, je descends de la montagne, j'essaie d'acheter une cravate à Chamonix. Je peux vous dire, c'est impossible. Il faut connaître un guide qui s'est marié dans l'année, c'est tout. Donc, j'arrive au CERN et on lui explique tout le truc. Bon. Et là, il comprend qu'en effet, il a été un peu trompé par l'article du Monde. Il comprend que ça ne sert à rien. Ce truc-là ne va servir à rien. Et que si on veut avoir autant d'argent de la part des contribuables, il va falloir mieux expliquer ce que nous faisons, etc. Et là, on lui a dit, et vous savez, on vient de comprendre d'où vient que les particules élémentaires ont acquis une masse non nulle dans l'univers primordial. C'est quand même quelque chose. Et on ne peut pas exclure, c'est là que la promesse intervient, on ne peut pas exclure qu'un jour, des ingénieurs vraiment très forts et géniaux ne vont pas mettre sur pied une nouvelle machine, s'appuyant sur cette découverte, pour mettre au point donc une machine permettant de résoudre un problème de santé publique qui s'appelle l'obésité. Après tout, si on a compris l'origine de la masse des particules élémentaires, peut-être qu'on va pouvoir réduire la masse des gens. Évidemment, c'était une blague. Mais il ne s'en est pas rendu compte. C'est pourquoi que je milite pour que les connaissances, dès lors qu'elles ont de la valeur, soient beaucoup mieux expliquées au plus grand nombre. Et aujourd'hui, Einstein, il n'aurait jamais pu passer un oral du CNRS. Einstein qui arrive dit, moi j'essaie de comprendre la bonne interprétation de l'électromagnétisme, je ne suis pas sûr que ça va servir. Et puis il était timide, il était modeste, il n'aurait jamais fait de promesses. Et d'ailleurs, qui en 1915, quand Einstein publie sa théorie de la gravitation, saurait qu'il faut tenir compte de ce que cette théorie prévoit pour ajuster les GPS permettant de localiser votre voiture. Autrement dit, on sait en général ce qu'on fait, on ne sait jamais ce que fait ce qu'on fait. Et donc, on ne peut pas demander aux scientifiques, toujours, même s'il y a des problèmes à résoudre, on suis conscient, de dire à l'avance ce qu'ils vont trouver, parce que s'ils le savaient déjà, ils l'auraient trouvé. Et d'autre part, ce qu'ils vont trouver, s'ils le trouvent, pourrait induire comme révolution technologique ou application quelconque. Alors, dans ce livre, La Sauvons le progrès, votre interlocuteur, Étienne Klein, dit cette phrase, et c'est toujours en lien avec le progrès, le risque, etc. La France, et là je pense que ça va intéresser en particulier tous les lecteurs de Oui Demain, la France a commis l'irréparable en constitutionnalisant le principe de précaution, un principe qui bloque, fige, fossilise. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors moi, j'ai jamais dit ça. Hein, j'ai bien dit, c'est lui, c'est Denis Lafay qui le dit. Hein. Mais comme c'est dans l'introduction du livre, je crois, effectivement, j'aimerais bien savoir quelle est votre non, mais votre je pense qu'on ne peut pas être contre la précaution. Enfin, la prudence, aider un enfant à traverser la rue, ça s'appelle de la prudence. Et être prudent en montagne, c'est des choses qu'on peut difficilement attaquer. Donc, s'agissant d'un principe qui est devenu constitutionnel, je pense qu'il aurait fallu choisir un autre mot, parce que justement, le mot précaution est un mot du langage commun, dont la définition dans la Constitution n'est pas fidèle à l'acceptation courante. En gros, on dit quand il y a incertitude, il faut faire des recherches, autant que possible, d'une façon qui soit économiquement acceptable, afin de trancher les questions qui restent posées. Bon. Le problème, c'est que ce principe de précaution, qui est une incitation à faire de la recherche, est maintenant plutôt utilisé pour qu'on arrête la recherche. Il a un double statut, en fait. Il a le statut que je viens de définir, et puis un statut, disons, plus journalistique, si vous me permettez, où on invoque le principe de précaution, non pas pour réduire les risques, mais pour réduire l'anxiété. Or, réduire l'anxiété à propos d'une question et réduire les risques à propos de cette question, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Rien à voir. Et donc là, il y a quelque chose qui me semble le pervertir et confondre des ordres qui devraient être maintenus séparés. Évidemment, quand il y a de l'anxiété, il faut agir.
Mais ce n'est pas forcément par la précaution, comme celle-ci, qu'on peut le faire. Par exemple, non, je ne vais pas donner d'exemple parce que celui qui va me sortir, c'est un exemple politique qui va me valoir des ennuis. Regardez les mesures que nous avons prises après les attentats. Voilà. Est-ce qu'elles avaient pour but de réduire les dangers ou est-ce qu'elles avaient pour but de réduire l'anxiété? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Je vous propose maintenant de vous donner la parole. Moi, j'ai encore beaucoup de questions à poser, mais j'imagine que vous en avez aussi. Donc, soit dans la suite de ce qu'on vient de dire, soit éventuellement sur d'autres sujets. Qui veut poser la première question? Et si personne ne veut poser la première, on passe directement à la seconde, comme on dit. Qui veut intervenir? Allez-y, monsieur. Alors, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'il y a voilà, il y a un micro baladeur, comme on dit. Alice vous apporte. Oui, bonsoir, David Focht. J'ai une petite remarque sur ce que vous disiez tout à l'heure entre le progrès et l'innovation. 1980 qui faisait un peu, comment dirais-je, la séparation entre ces deux périodes. Et finalement, j'ai l'impression que ce que vous dites, c'est une perception relative des choses, enfin, du bonheur en l'occurrence. Parce que pour quelqu'un qui est né, enfin, qui a connu 1945, donc qui sort de la guerre, une période difficile, la perception de l'instant, c'est la difficulté de la vie. Et donc forcément, relativement, le futur sera positif. Donc forcément, après 45, on parlait de la notion de progrès. D'accord ? Après, dans la mémoire collective, on est arrivé en 80, et puis tout le monde a eu l'impression qu'on avait mangé pendant 30 ans notre pain blanc, et on a basculé dans cette notion finalement d'innovation. Et qui disait quoi? Qui disait ce que vous disiez tout à l'heure, que la perception de l'instant, c'est le bonheur absolu. On a bénéficié de 30 ans de progrès et qu'on sentait au fond de nous-mêmes que ça s'arrêtait et que fatalement, la notion relative de la perception du futur sera forcément négative par rapport à celle qu'on vivait sur l'instant, quoi. Et donc finalement, cette notion est tout à fait... Enfin, la notion du temps qui passe, c'est une sorte de sinusoïde, quoi. Voilà, c'est ce que... C'était un peu ma conclusion sur ce que vous aviez expliqué tout à l'heure. Merci. Ouais, je suis d'accord avec vous, hein, il y a eu sans doute cet effet-là, mais c'est difficile d'analyser ceci simplement en termes cycliques. Hein, il n'est pas sûr qu'on revienne à la situation psychique qui était celle dont on parle pour les 30 glorieuses que vous avez évoquées. Rien ne le garantit. Et puis il y a peut-être un effet, mais alors pour le coup qui est purement numérologique. C'est l'an 2000. 2000, c'est un compte rond, c'est un changement de siècle. C'est un changement de millénaire. Et j'ai l'impression qu'on a considéré ce passage temporel un peu comme un alpiniste considère le sommet d'une montagne qu'il est en train de gravir. C'est-à-dire, tant qu'on est dans la phase d'ascension, on est mobilisé, on est attentif, on est dynamique, on a un objectif bien défini, on atteint le sommet, et une fois qu'il est atteint, après quelques minutes de pseudo-extase au sommet, il faut redescendre. Et la redescente, qui est donc la période qui vient après, est perçue comme quelque chose qui nous éloigne de notre objectif. Et donc, on associe cette phase-là à une forme de descente, un peu comme on parle de descente après la prise d'une drogue. Hein. Une descente qui nous éloigne, qui ressemble à un déclin. Et à partir de cette situation, il devient difficile de reconstruire un horizon projectif qui soit crédible, comme pourrait l'être l'an 2100, par exemple, ou 2050. Mais je pense que créer un horizon projectif crédible sans une philosophie de l'histoire et sans une science, par exemple, qui puisse dire des choses enthousiasmantes, c'est très, très difficile. Mais, après tout, la donne est en train de changer. Donc c'est assez excitant. C'est une période intéressante. Et la question, c'est comment retrouver les moyens de penser un futur, même s'il n'est pas attractif, d'une façon qui tienne compte de nos connaissances. Pour moi, c'est ça l'enjeu. Comment organiser politiquement un projet de société qui tienne compte de nos connaissances, alors que ceux qui essaient de continuer à vendre le progrès d'avant, en général,
méprisent ou contredisent les connaissances que nous avons, notamment sur le changement climatique. Merci, oui, allez-y. Bonsoir. J'ai le sentiment que l'approche anxiogène ou décliniste ou un peu pessimiste que vous abordez, elle est très franco-française et que les GAFA ou la vision dans d'autres pays est beaucoup plus optimiste et beaucoup plus ambitieuse sur l'avenir que ce qu'on connaît nous ici. Non, mais moi, j'essaie de décrire la situation telle que je la ressens, ça ne veut pas dire que je la partage. Autrement dit, je pense que la question de l'optimisme ou du pessimisme est une mauvaise question. Jean d'Ormesson disait un optimiste, c'est un type qui fait ses mots croisés avec un stylo bille. Donc, moi, je trouve pas ça, c'est pas une notion intéressante. De toute façon, individuellement, ça va mal finir pour chacun d'entre nous. Et on sait que, donc, optimiste, jusqu'à un certain point, oui. Mais donc, la question, c'est d'être lucide et de trouver le moyen de poser les bonnes questions, de voir quelles ont été nos erreurs et de détecter les leviers d'action possibles. Parce qu'il y a des choses qui sont déterminées. Il y a du déterminisme en action. Par exemple, sur le changement climatique. Quoi que nous fassions à court terme, les choses sont engagées. Et dans certains secteurs, on sait que ça va être difficile d'être vraiment béatement optimiste. On sait qu'il y a des endroits où il va cesser de pleuvoir. Que devient l'agriculture quand il n'y a pas de pluie? Il y a des gens qui vont devoir bouger parce qu'il faut qu'ils mangent. Et donc, ça va créer des choses dont je ne dis pas qu'elles sont graves, mais des choses auxquelles on doit s'attendre. Comment est-ce qu'on les prépare? Comment est-ce qu'on les gère? Et donc, la posture consistant à dire que c'est un effet psychologique, on est optimiste par tempérament ou on est pessimiste par tempérament, c'est intéressant, mais ce n'est pas ça la question. Après, les rapports individuels que nous pouvons avoir vis-à-vis du futur, chacun est libre de les avoir. Simplement, collectivement, il y a des questions qui se posent qui sont nouvelles. Qui sont nouvelles parce que si nous sommes si ignorants du futur, c'est paradoxalement parce que nous avons compris des choses que les philosophes des Lumières n'avaient pas comprises et que même les scientifiques au XXe siècle n'avaient pas comprises. C'est que par des boucles nouvelles et inattendues, nous allons dépendre de choses qui dépendent de nous. C'est tout simple. Et donc, notre agir devient quelque chose qui nous engage davantage en termes de responsabilité. Il devient plus important aujourd'hui de réfléchir à ce que nous faisons lorsque nous décidons d'agir. Et donc, tant qu'il y a de l'action, un désir d'action, on peut dire qu'il y a une forme d'optimisme qui se manifeste. Mais encore une fois, ce n'est pas la notion que je retiendrai. Et mon discours, j'insiste là-dessus, il n'est pas du tout pessimiste. Il n'est pas non plus optimiste. Merci. Autre question? Oui, allez-y. Monsieur et ensuite monsieur. Bonjour. Moi, je vois dans le sens, à mon avis, dans le mot progrès, en fait, je sens plus une reprendre de l'ancien pour l'améliorer, en fait. Alors que l'innovation, je la vois plus dans une histoire de création, d'inventivité, plus en créant, quoi, en créant. Non, mais vous avez raison, l'innovation, c'est la créativité. On incite les gens à découvrir ou à inventer sans s'appuyer sur l'existence, sans imposer. Alors que dans l'idée de progrès, on assimile ce qui nous vient du passé, les connaissances, et on essaie de les faire fructifier. Dans l'innovation, il y a en effet une impulsion beaucoup plus créatrice, etc. Maintenant, est-ce que ça suffit pour liquider les progrès? Moi, je n'en suis pas sûr. Hein. Pour répondre encore à monsieur à propos de l'optimisme, vous voyez, ce qui fait qu'on est mal à l'aise avec le progrès, alors même que les progrès que nous avons accomplis sont plus importants que ce qu'avaient espéré les utopistes du siècle des Lumières. La plupart des grands progrès, notamment technologiques, sont des progrès qui n'avaient été préalablement pensés par personne. Personne n'a pensé les antibiotiques, personne n'a pensé le téléphone portable, Internet, toutes ces choses. Donc ça va bien au-delà de ce que les utopistes avaient imaginé. D'ailleurs, si vous voulez soumettre l'idée de progrès à une critique qui permette de voir ce qu'il faut changer pour le faire progresser, ben vous faites une expérience de pensée qui consisterait à mettre
dans une capsule temporelle les pères fondateurs de l'idée de progrès. Diderot, d'Alembert, peut-être Descartes, je vous laisse compléter, et vous les amenez directement en 2019. Et là, évidemment, on ne pouvait pas leur montrer tout d'un coup, parce que non, psychiquement, ils ne vont pas tenir. L'éclairage urbain, déjà. Donc, on leur fait une petite visite organisée. On les amène, je ne sais pas moi, dans une classe de terminale, suivre un cours de mathématiques. Déjà, ils vont découvrir que l'enseignement est obligatoire. Descartes va découvrir qu'en terminale, on apprend le calcul matriciel. Lui, il ne sait pas ce que c'est. Des équations différentielles. Il ne sait pas ce que c'est. Donc il va découvrir qu'à 17-18 ans, les jeunes gens ici en savent plus en mathématiques que lui. Enfin, ici, il y a des choses que... Bref, c'est pas complètement symétrique. Je ne suis pas en train de dire que les élèves de terminale sont plus géniaux en maths que Descartes. Mais ils vont être éberlués. Parce que ça, ils ne l'avaient pas prévu. Ensuite, vous les amenez au CERN. Vous leur faites visiter la fameuse expérience et vous leur expliquez que des physiciens ont pu faire une découverte qui correspond à une découverte philosophique négative. Une découverte qui vient changer le discours philosophique sur un certain nombre de questions. On va être éberlués. Etc., etc. Vous prolongez le voyage organisé comme vous le souhaitez. Mais il y a un truc qui va les choquer quand même. Et je pense qu'ils ne vont pas comprendre. C'est si un soir d'hiver dans Paris, ils voient des gens dormir dans la rue. Là, ils ne vont pas comprendre. Et c'est ça qui fait que notre rapport au progrès est malaisé. C'est tout simplement que, au XVIIIe siècle, quand on pense progrès, on pense au genre humain. C'est le genre humain dans son entier qui va en bénéficier, temporellement, au cours du temps donc, et spatialement. Le progrès va diffuser dans l'espace. Et s'il ne diffuse pas assez vite, on va l'aider par la colonisation. La colonisation. D'accord ? Et c'est ça qui a fait faillite. Autrement dit, on voit que les inégalités dans les conditions de vie sont beaucoup plus élevées qu'à cette époque-là. Et c'est ça qui nous rend embarrassés. On n'est pas à l'aise avec ça. Et c'est vous tous qui êtes à Paris, j'imagine que vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Ça nous pose un problème. Comment se fait-il qu'on puisse aller sur la Lune et que des gens dorment dans la rue? Voilà. Et c'est ces questions-là qu'il faut poser pour refonder un projet de société qui redonne un sens à ce mot sans le travestir en une forme d'idéologie qui tourne à vide. L'idée de progrès a une belle anagramme qui est le degré d'espoir. C'est les mêmes lettres. Il faut s'appuyer là-dessus. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait très peu un pourcentage faible de la population qui avait foi en l'avenir, parce que quand on parle du futur, il n'est pas attractif. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, dans le sens où il n'est pas attractif parce qu'il est conditionné par le fait qu'on n'aura pas une capacité justement à changer, ce qui rejoint ce que vous venez juste d'expliquer. Est-ce que justement, c'est pas justement le dernier progrès significatif qui est finalement Internet, qui a changé notre rapport au temps, justement, et qui fait qu'aujourd'hui, plus Internet évolue, plus en fait il y a une idée dominante qui s'impose par rapport au reste, et qui fait qu'on ne retient que le discours qui dit, bah voilà, si on ne change pas, et parce qu'on n'a pas la capacité de changer aujourd'hui, le futur n'est pas attractif, alors qu'en fait, le futur est attractif à partir du moment où on accepte l'idée que, bah, effectivement, il faut changer notre mode de vie. Non, je suis d'accord avec vous, mais il y a... Encore une fois, moi, ce qui me... Vous entendez des scientifiques qui annoncent la fin du monde, la collapsologie, la fin de l'humanité, évidemment pas la fin de la planète, mais la fin de la vie humaine sur Terre. Bon. Évidemment, je ne pense pas du tout en ces termes, puisque je pense que l'humain a des capacités de résistance incroyables. Mais ce qui est compromis, c'est l'humanisme en tant qu'horizon.
Autrement dit, est-ce que nous demeurons solidaires de l'idée que nous partageons un destin collectif global? Ou est-ce que nos stratégies ne sont pas d'être dans les niches où ça va bien se passer? Vous parlez d'Internet en termes positifs, et je les partage, puisque je suis un grand consommateur d'Internet, comme à peu près tout le monde. Mais à peu près tout le monde. Je vous rappelle qu'il y a 1,7 milliard d'humains qui n'ont jamais vu une prise de courant électrique de leur vie. Ils sont où? On ne les voit pas. On pense l'humanité comme s'ils n'étaient pas là, n'empêche qu'ils sont là. Est-ce qu'un jour on va leur amener des prises de courant électrique, ou est-ce qu'on va attendre qu'ils disparaissent? Autrement dit, la question c'est, est-ce que nous conservons l'idée d'une humanité qui est une et indivisible, alors même que la technologie se déploie d'une façon qui augmente les différences? Le fait que l'espèce humaine soit une, c'est quand même assez récent, hein. Pendant très longtemps, des millions d'années, il y a eu plusieurs espèces humaines. Là, il n'y en a plus qu'une, c'est Homo sapiens, sapiens. Donc ça veut dire qu'on fait une seule espèce. N'importe quel homme avec n'importe quelle femme, s'ils font l'amour dans les conditions, ça fait un enfant. Est-ce que ça va durer? C'est la question que pose Hannah Arendt dans son livre de 58 qui s'appelle « La condition de l'homme moderne ». Est-ce que la technologie change nos conditions de vie, demande-t-elle? Et notre façon de travailler, de communiquer, de se nourrir? Évidemment oui. Ensuite, deuxième question. Est-ce que la technologie, à force de changer nos conditions de vie, ne va pas aussi changer la condition humaine? C'est-à-dire le rapport à autrui, le rapport à la vie, le rapport à la mort. Et si ces choses-là sont changées, est-ce qu'elles vont être changées pour tout le monde? Si la réponse est non, ça veut dire que la condition humaine ne sera plus homogène. Et c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Simplement, dans l'idée de progrès, il y a l'idée que c'est le cas aujourd'hui, mais ça cessera de l'être quand le progrès aura produit ses effets. Est-ce qu'on est sûr de ça? Est-ce qu'on est sûr de ça? Est-ce que l'humanité ne va pas se splitter en secteurs dans lesquels les conditions de vie vont être tellement différentes que le sentiment de co-appartenance et même simplement d'empathie ne va pas se dissoudre? Après tout, aujourd'hui, si vous êtes bien soigné dans un environnement médicalement très puissant, si vous avez beaucoup d'argent, vous allez avoir du mal à mourir. Donc vous avez atteint une condition de vie humaine inédite. Un duc du Moyen-Âge, il avait un pouvoir de vie et de mort sur les serfs. Donc symboliquement, il était dans une condition très différente. Mais quand il avait une rage dedans, il avait aussi mal qu'un cerf. Aujourd'hui, vous avez des gens qui meurent dans la rue, en France, mais pas beaucoup plus ailleurs, puis des gens qui vivent extrêmement bien. Quelles sont les relations interpersonnelles que ces différentes communautés peuvent avoir? Pour moi, c'est ça l'enjeu, si vous voulez. Et c'est parce que c'est plus fluide, c'est parce que l'humanité n'est pas fluide, que l'idée de progrès est en crise. Merci. Autre question? Oui, si, bonjour. Ben, allez-y, puisque vous avez le micro, oui. C'est intéressant, le point de départ de ma question était justement votre conclusion à l'instant. Vous dites que l'idée de progrès est entrée en crise. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est que la notion de crise elle-même, quelque part, exprime quelque chose de l'ordre de la transition et de l'évolution à un certain moment. Et donc ma question, peut-être un peu naïve, c'est quelle est la corrélation entre la notion de progrès et la notion de crise? Est-ce que l'une est propice ou au contraire hostile à l'autre? Excellente question. La corrélation, elle est stricte, puisque l'idée de progrès, comme je l'ai expliqué, elle consiste à mettre le monde d'aujourd'hui tel qu'il est. Quand je dis le monde, c'est donc les entreprises, les sociétés, les cultures, tout ce que vous voulez. C'est de dire que les choses pourraient être autrement qu'elles sont. Elles pourraient être mieux. Et donc le seul fait de croire au progrès met la société en crise, puisqu'elle la met en déséquilibre par rapport à ce qu'elle est, au motif qu'elle pourrait être autre. D'ailleurs, depuis qu'on parle de progrès, on parle de crise. Alors maintenant, c'est la crise avec un grand C, c'est la crise transcendantale. Mais avant, il y a eu la crise de l'énergie, la crise, etc. Donc, quand on parle de crise,
ça sous-entend que les choses pourraient être différentes de ce qu'elles sont. Puisque on ne prend pas les choses pour acquises, on pense qu'on peut les travailler. Ce n'est pas un donné, alors qu'on pourrait dire, sans se référer à l'idée de progrès, que les choses sont comme elles sont. C'est le destin. Il y a des gens pauvres, il y a des gens riches. Ça va bien comme ça. Il n'y a pas à travailler pour changer la situation. D'accord ? Et donc croire au progrès, c'est penser qu'il y a une dynamique à l'œuvre qui a comme moteur les déséquilibres que nous constatons entre ce que nous voulons et ce que nous constatons. Et donc, le fait qu'on soit en crise, de ce point de vue-là, est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on croit encore un peu au progrès. Si, oui, monsieur. Bonsoir. J'ai une question relative au rôle du chercheur aujourd'hui et qui est en fait en lien avec le sens de l'histoire. Justement, moi, mon grand jeu quand je croise des chercheurs aujourd'hui, c'est de leur demander s'ils sont transhumanistes ou pas, s'ils sont pour la manipulation génétique ou pas et jusqu'à quel point, et d'avoir toutes ces questions en fait qui induisent un jugement de valeur et donc un référentiel éthique et moral, par exemple, à leurs travaux. Et vous disiez justement que parfois, il faut pas forcément interroger le chercheur sur ce que ça va devenir ou sur ce que ça va faire. Et on a l'exemple d'Einstein et de la bombe atomique. Et donc je voulais savoir si aujourd'hui il est encore possible en 2019 d'exempter les chercheurs de justement des conséquences que pourrait avoir leur manipulation. Parce que maintenant il y a un précédent. Et ce précédent, il n'est pas anodin, c'est Hiroshima et Nagasaki. Donc est-ce qu'on peut encore aujourd'hui dire aux chercheurs, cherche, trouve et ne pense pas aux applications ? Évidemment, très bonne question, hein, mais vous avez parlé des transhumanistes. Ceux que je connais ce sont des gens qui croient au chaos, enfin au collapse. C'est des gens qui pensent que c'est fichu. C'est des survivalistes. Et donc toute leur stratégie, c'est de survivre dans un univers où l'humanité ordinaire sera dévastée, ne pourra plus respirer, se nourrir, et eux cherchent des niches dans lesquelles ils pourront se réfugier. Ils achètent des terres en Nouvelle-Zélande. C'est des gens complètement paniqués. J'en connais un qui vient de se faire opérer des yeux parce qu'il craint que bientôt il n'y ait plus d'opticien. Donc c'est quand même des gens qui sont complètement paniqués, quoi. C'est un discours complètement mortifère. Ça, c'était juste pour le... Einstein, la bombe, juste un truc. Présenter Einstein comme le père de la bombe atomique, excusez-moi, c'est une hérésie. D'accord ? Sous prétexte qu'il a écrit E = MC2. Il a écrit cette formule en 1905. On connaît l'uranium depuis la Révolution française, 1789. Donc s'il suffisait d'avoir de l'uranium et E = MC2 pour faire des bombes atomiques, on en aurait fait pendant la Première Guerre mondiale. Quand est-ce qu'on commence à parler de bombes atomiques ? En 1938. Donc ce n'est pas la physique quantique, ce n'est pas la relativité générale ou restreinte qui ont fait que cette idée a germé dans l'esprit de certains savants. Donc Einstein n'y est pour rien. C'est simplement la découverte qui a été faite par hasard en 1938, au mois de décembre, par des Allemands qui ont montré que des neutrons qui percutent de l'uranium-235 coupent l'uranium en deux et ça produit de l'énergie. Okay. Ça, c'est pas Einstein qui l'a prédit, personne ne l'avait prédit. Et c'est à partir du moment où on découvre par hasard la fission d'un isotope particulier de l'uranium, avec réaction en chaîne possible, que l'idée de bombe atomique surgit en janvier 1939. Et là, c'est l'emballement. Okay. Donc ça n'a rien à voir avec E = MC2. Si je laisse tomber un capuchon, j'augmente son énergie cinétique en le laissant tomber, j'augmente sa masse. D'accord ? Donc c'est une formule universelle, mais on l'associe à la bombe pour une raison tout à fait marginale, qui est qu'en juillet 1946, le magazine Time a célébré le premier anniversaire de la première bombe atomique, qui était un essai lancé dans le désert du Nouveau-Mexique en juillet 1945. Et il y a un champignon atomique, il y a le visage d'Einstein très triste, il y a E = MC2 écrit dans le nuage, et le titre c'est Einstein le cosmoclaste, le destructeur de l'ordre. Einstein n'y est pour rien. Ce qu'il a fait, c'est que sous la pression de ses amis hongrois, j'insiste là-dessus parce que j'en ai marre des légendes, il a écrit une lettre à Roosevelt dans laquelle il dit « Les Allemands ont de l'uranium et ils ont de bons physiciens ». Voilà. Donc les Allemands
vont être capables de faire des bombes atomiques depuis qu'on a découvert la fission. Et Einstein, il a mis du temps à comprendre la fission. Il a fallu que des gens viennent lui expliquer à Princeton. Il avait du mal avec les interactions nucléaires. Donc il a écrit cette lettre comme on écrit une lettre en tant que lanceur d'alerte. Il n'a jamais travaillé à la bombe atomique, il n'a jamais été associé aux travaux. Quand elle a explosé au-dessus d'Hiroshima, il l'a su par la radio et il a été complètement catastrophé. Donc en faire le père de la bombe, c'est vraiment injuste. Maintenant, je reviens à votre question. Évidemment, vous ne pouvez pas demander aux chercheurs de dire à quoi seront utilisées par la société ou par d'autres chercheurs les découvertes qu'ils pourront faire. Et donc si vous ne voulez pas être exposé à des situations où se présentent des possibilités nouvelles que vous ne désirez pas, il n'y a qu'une solution, c'est d'arrêter la recherche. Mais, ça ramène à la précaution et au risque. On est toujours très prompt à évaluer et à détecter les risques qui sont associés à ce que nous faisons, mais jamais à ce que nous ne faisons pas. Voilà. Il y a des risques associés au fait de ne rien faire. Et ces risques, dans certains cas, sont colossaux. Mais on ne perçoit que les risques qui sont liés à nos actions, et c'est sur elles qu'on va concentrer notre attention, exercer des critiques. Voilà. Par exemple, construire des centrales pour faire de l'énergie, ça expose à des risques. Ne pas en construire, aussi. On a une grande panne d'électricité en France pendant 5 jours. Pas de courant dans une ville comme Paris. Ça fait quoi en termes de rapport humain? Est-ce que vous pensez que ça va être la solidarité, l'amour christique? Non, ça va être des viols, des pillages, de la barbarie, comme on le sait, quoi. D'accord? Donc, la notion de risque doit être double, liée à l'action, liée à l'inaction. Les risques liés à l'action, on les voit. Les risques liés à la procrastination, on les voit moins. Oui, madame devant, puis également madame ici. Dominique Lemondet. J'ai été un peu choquée, enfin entre guillemets, par le fait qu'on n'a pas de vision d'avenir. Vous disiez, pas comme on avait en 1980, où on voyait un avenir en 2000, etc. Et que là, en 2100, on ne voit pas très bien où on va. Qui devrait avoir cette vision d'avenir? Est-ce que ce sont les politiques? Est-ce que ce sont des chercheurs? Et si ce sont les politiques, est-ce que vous ne pensez pas... Enfin, est-ce qu'on pourrait penser qu'ils ont intérêt à ce que les gens soient plutôt dans la société de consommation et dans le jour, dans le présent, plutôt que dans la réflexion de se dire, tiens, on ne sait pas où on va, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que font nos dirigeants? Normalement, merci pour cette question, mais elle est quand même délicate, parce que normalement, c'est le projet du politique. Mais le politique, il est un peu comme le reste, c'est-à-dire il est sommé de corriger les problèmes ou de résoudre les problèmes du présent. Il intervient là où un problème se pose, etc. Ce qui le rend mal placé pour configurer le futur sur des temps très longs. Et d'ailleurs, s'il le faisait, et j'en connais qui tentent de le faire, qui les écoute? Qui les écoute? Qui les écoute? Alors, donc là, il y a un problème de... Moi, je pense qu'on est dans une forme de crise. Et les crises, on ne peut pas décider d'en sortir comme ça. Et le temps qu'il faudra attendre pour qu'on reconfigure un projet, qu'on trouve des méthodes nouvelles pour instaurer des débats publics qui soient pertinents et qui débouchent sur des conclusions qu'on puisse mettre en œuvre, ça va demander certaines pratiques, parce qu'aujourd'hui, ça ne marche pas bien. Même quand on se concentre sur les questions purement scientifiques, en ce moment, il y a par exemple un débat national en France sur les déchets nucléaires. Est-ce que vous avez entendu parler? Est-ce que ça vous intéresse? Moi, je suis allé à une de ces conférences à Caen le 17 avril dernier. Débat national, hein, gros budget, etc. Il y avait 80 personnes dans la salle. Sur les 80, il y avait 20 organisateurs. Et puis les autres, c'était des militants. Et ça a très vite cacophoné et il n'y a pas eu de débat. Et puis récemment à Lille, ça a été interrompu par des opposants. Donc on ne sait pas pratiquer le débat public sur des questions qui nous divisent. Ça devient tout de suite une guerre de tranchées au sein de laquelle on ne peut pas
argumenter. Et l'argumentation, c'est quand même très précieux. Moi, ce qui m'inquiète, c'est peut-être le seul sujet sur lequel j'affirme éprouver de l'inquiétude. Moi, j'ai 61 ans, c'est beaucoup et pas beaucoup, mais j'ai quand même vu, de mon vivant, la disparition de l'argumentation dans les débats publics. La disparition de l'argumentation. Maintenant, on dit un truc, les gens aiment ou aiment pas. Mais sans argumenter. Ça me terrifie. Ça me terrifie parce que l'argumentation, c'est quand même la plus belle chose qu'on ait inventée, que les philosophes ont inventée, que les scientifiques ont repris à leur compte. Et que devient une société dans laquelle on ne trouve plus les occasions d'argumenter qui sont, on le sait, chronophages. Donc on n'a pas le temps d'argumenter, donc on va au but, on agresse, etc. Et c'est pas très intéressant. Et du coup, on a un rapport à ce que nous entendons ou à ce que nous lisons qui est purement émotionnel. Comme si, alors même que nous continuons à dire que nous aimons la vérité, en réalité, nous déclarons vraies les idées que nous aimons. Il suffit qu'une idée nous plaise pour qu'on la déclare vraie. Autrement dit, dès qu'elle nous plaît, les barrières d'esprit critique s'annulent et on adhère. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de journaux, je crois, qui ont abandonné la rubrique où ils dénonçaient les fake news. Ils se sont rendus compte que ça n'intéressait personne. Pourquoi ? Parce que quand on fait circuler une fake news, c'est pas du tout parce qu'on considère qu'elle est vraie, c'est le fait qu'elle nous plaît et qu'on aimerait qu'elle soit vraie. Et c'est presque suffisant pour qu'on la considère vraie. Et si ensuite quelqu'un vient vous dire c'est pas vrai, vous êtes passé à autre chose et ça ne vous intéresse pas vraiment qu'on ait déconstruit les origines de cette fake news. Donc moi je pense que la première phase, ça va être de réinstaurer des méthodes de débat public. Je sais que des gens y travaillent. Comment organiser un débat public pour que ça intéresse les gens, pour que le droit de savoir qui est légitime en démocratie se convertisse en désir de connaître. Parce que réclamer le droit de savoir, c'est facile. Mais faire l'effort de connaître pour pouvoir exercer une responsabilité éclairée dans les débats publics, c'est une autre affaire. Et monsieur m'interrogeait sur le rôle des chercheurs aujourd'hui. Il y a un rôle qui me paraît, en tout cas moi je compte m'y consacrer, crucial dans ces histoires-là. C'est le fait que les canaux de communication aujourd'hui font circuler en leur sein, donc dans les mêmes canaux, des informations, des croyances, des connaissances, des opinions, des commentaires, des fake news. Alors je sais bien que dans toute connaissance, il y a un peu de croyance, que certaines croyances sont des connaissances, mais il y a quand même une différence statutaire entre connaissance et croyance. Mais le fait qu'elles circulent dans les mêmes canaux fait que leurs statuts respectifs, qui sont pourtant distincts, se contaminent. Et quand on a affaire à une connaissance, on dit tiens, est-ce que c'est pas une croyance des scientifiques ? Quand on a affaire à une croyance, on dit tiens, est-ce que c'est pas un truc qui en fait porte une connaissance ? Et ça devient vraiment une pagaille. Or, les gens qui ont des croyances, et je ne pense pas aux croyances religieuses, on a tous des croyances, moi j'ai des croyances, mais les gens qui ont des croyances sont toujours beaucoup plus prosélytes que ceux qui ont des connaissances. Et donc sur Internet, les croyants s'expriment plus que les savants. Voilà. Donc ça crée un déséquilibre, et si on ne fait rien, les croyances sur tous les sujets, y compris les croyances qui sont réfutées par des connaissances, vont l'emporter. Et donc, il n'y a qu'une chose à faire, à mon avis. C'est une bataille perdue. Enfin, la guerre, à mon avis, c'est fichu. Mais il faut livrer bataille, parce qu'il y a des batailles qui sont belles, même quand la guerre auxquelles elles sont associées est perdue. C'est chouette de se battre en sachant que c'est cuit. Et c'est de partir du constat suivant. Nous avons tous beaucoup de connaissances scientifiques. Contrairement à ce qu'on raconte partout, les citoyens en France ont des connaissances scientifiques très nombreuses, sans doute plus nombreuses que leurs grands-parents. Par exemple, nous savons tous que la Terre est ronde. Pas à peu près. En tout cas, elle n'est pas plate. Nous savons que l'atome existe. Nous savons que l'univers est en expansion. Nous savons qu'il existe d'autres galaxies que la nôtre. Tous les Français à peu près savent qu'il existe des exoplanètes. Maintenant, quand vous demandez aux gens qui ont ces connaissances
comment, dans l'histoire des idées, ces connaissances sont apparues, c'est-à-dire quand vous leur demandez ce qui a fait que ces connaissances ont acquis le statut de connaissance plutôt que celui de croyance, il n'y a plus grand monde. Par exemple, qui sait dire comment on a su que la Terre était ronde? En fait, on l'a toujours su. Je veux dire, il y a toujours eu des gens qui savaient que la Terre était ronde. Aristote le savait. On a retrouvé des textes indiens de 1500 avant Jésus-Christ où c'est dit, d'accord, les gens avaient remarqué que quand il y a une éclipse de lune, il y a une ombre sur la lune qui est l'ombre de la Terre. Cette ombre, elle est toujours circulaire. La seule forme géométrique qui est une ombre circulaire, c'est la sphère. Et puis il y a d'autres arguments, etc. Donc on le sait depuis toujours. En tout cas, on l'a su bien avant de le voir. Or, beaucoup de mes étudiants, il y a même d'autres personnes politiques, récemment, qui sont imprudemment comparés à Galilée, défini comme étant celui qui a démontré que la Terre était ronde. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui pensent que Magellan est parti sur une Terre plate, dans l'angoisse de tomber au bord du truc. Non mais c'est effrayant. C'est-à-dire le fait que nous ayons une très mauvaise connaissance de nos connaissances fait qu'en fait nous les traitons comme des croyances reçues par des arguments d'autorité. Depuis quand est-ce qu'on a pu voir que la Terre était ronde? Depuis 1956, date à laquelle un satellite a pu photographier l'intégralité de la Terre. Et 56, c'est quand même marrant. C'est aussi l'année où a été créée aux États-Unis l'Association des Amis de la Terre plate. Donc à partir du moment où vous avez une vraie photo, il y a des gens qui vous disent que c'est un trucage, etc. Il y a une photo d'un trou noir qui a été publiée il y a quelques semaines. Bon, je pense que bientôt, il va y avoir l'Association des amis de l'inexistence des trous noirs. Il nous reste, parce qu'en principe, on a dit qu'on arrêtait à 20h30. Donc, s'il y a des dernières questions, dépêchez-vous. Je crois qu'il y avait madame ici, juste ici. Et puis, on en prendra peut-être une ou deux après. Récemment, j'ai lu, je ne me souviens pas où, donc voilà, mais qu'il y a un équilibre à trouver entre connaissance, technologie et éthique. Le dialogue scientifique est toujours assez riche. Le dialogue technologique explose. Qu'en est-il du dialogue éthique? Qu'est-ce qui se passe et quel est l'équilibre que vous voyez, vous, entre ces trois composantes? Alors l'éthique, c'est un exercice délicat. Pourquoi? Parce que les questions éthiques n'ont pas de solution. Voilà, l'éthique, ça consiste à partir d'une situation concrète et à essayer de l'élever à un niveau où elle va devenir une question philosophique, éthique. Et par définition, ces questions-là n'ont pas de solution. Et si on parle d'éthique plutôt que de morale, c'est parce que par exemple, vous pouvez lire les livres de morale de Kant, par exemple, ou bien même la morale religieuse, elle ne donne pas de réponse aux questions nouvelles que pose la technologie. Par exemple, chez Kant, et pour tout le monde qui vivait à cette époque-là, il y a des séparations qui sont sacrées et intangibles, entre le vivant et l'inerte, entre le naturel et l'artificiel. Or, aujourd'hui, on sait qu'on peut hybrider ces choses, que les frontières en question sont poreuses. Donc des nouvelles questions se posent. Vous pouvez mettre dans le corps humain vivant donc des artifices inertes ou technologiques qui vont pallier des fonctions déficientes de l'organisme. Donc vous mettez de l'artificiel dans le naturel ou dans le vivant. Jusqu'à quel point? Quels sont les organes que vous considérez comme sacrés, intouchables? Quels sont ceux que vous acceptez de réparer, etc. Et puis en réparant les organes, est-ce qu'on n'augmente pas d'autres organes? Est-ce que les techniques de réparation n'ouvrent pas la voie à des techniques d'augmentation? D'où le post-humanisme. Mais qui est habilité à répondre à ces questions? La réalité, c'est personne. Quand l'idée de progrès était là, transcendante, eh bien, ce sont des principes qui prévalaient aux décisions en la matière. Au nom du progrès, on faisait ce que la science permet de faire.
Aujourd'hui, cette idée étant abandonnée, ce qui est mis en compétition pour discuter de ces questions, ce ne sont plus des principes, ce sont des valeurs. Or, les valeurs, c'est justement ce qui nous sépare. Puisque la valeur d'une valeur dépend de ses évaluateurs. Donc si vous prenez n'importe quel sujet, pesticides, nanosciences, vous allez mettre sur la table des valeurs. Certains vont mettre sur la table des valeurs économiques, d'autres des valeurs liées à l'hygiène, à la santé, d'autres des valeurs liées à la philosophie, néo-rousseauiste, la nature, etc. Et il n'y a aucune raison pour que ces valeurs convergent. C'est pour ça que ce sont des questions sans solution, ou plutôt la seule solution des questions éthiques passe par leur transposition en normes techniques. Par exemple, vous allez dire, est-ce qu'on a le droit d'interrompre une grossesse? Qui peut répondre à cette question? Personne. Personne. En tout cas, ça peut être une croyance, ça peut être une conviction, ça peut être... mais ce n'est pas un savoir. Personne ne sait. Mais si on décide qu'on peut le faire, alors on va préciser techniquement les conditions dans lesquelles on peut le faire. On va dire oui, à condition que ça se passe avant telle période de la grossesse, dans telles conditions, après avoir, etc. Vous connaissez le... Là, on a... mais vous voyez qu'une fois que la décision est prise, elle ne fait pas autorité pour tout le monde. Et la question peut se réveiller, être portée par d'autres acteurs, et une fois qu'elle est tranchée, on ne peut pas considérer qu'elle est définitivement tranchée, puisqu'une évolution des valeurs va pouvoir la remettre en piste et contester la législation. Il y a pas mal de pays dans le monde où vous voyez que ça intervient. Et donc, se consoler en disant il y a des problèmes technologiques qui induisent des questions éthiques, donc on fait appel à des éthiciens et ça résout le problème, non, c'est une tension. C'est une tension. Et la seule façon d'avancer, à mon avis, c'est ce qu'on appelle l'éthique normative continue, c'est-à-dire on avance, on prend des décisions, on écrit des lois, et constamment on regarde en quoi les lois correspondent, en bien ou en mal, aux situations qui se présentent. C'est un énorme travail. Mais c'est comme si on était soumis à une sorte de contrôle continu. D'accord ? Et les activités de contrôle deviennent prédominantes dans les sociétés postmodernes comme la nôtre. Là, il va falloir qu'on arrête. Donc, allez-y, peut-être, madame. Bonsoir. Je ne résiste pas à vous poser la question de savoir quelle est votre définition de la conscience aujourd'hui et si cette définition a changé depuis ces dernières années, par exemple. Moi, je suis pas neurologue. Oui, j'entends bien. La conscience humaine, vous voulez dire? Oui. Mais vous savez, on tourne en rond avec ces trucs-là parce que on oppose la matière inerte et la matière consciente ou vivante, mais c'est toujours des définitions qui se renvoient la balle. Par exemple, on va dire la matière inerte, c'est la matière qui est non pensante, qui n'a pas de conscience, etc. Et puis, on va dire que la conscience, c'est ce qui n'est pas que matière. Enfin, voilà. Donc, on a une définition de la conscience qui repose sur la définition de la matière, qui elle-même repose sur la définition de la conscience. Donc on est mal parti. Mais je pense que la grande question qui se pose à propos de la conscience, comme elle se pose à propos de la vie, c'est est-ce que la conscience ou la vie se résume à leur substrat matériel? Autrement dit, est-ce que une meilleure connaissance du cerveau, et vous savez qu'en ce moment les connaissances sur le cerveau se déploient à une vitesse incroyable grâce à des nouvelles méthodes, est-ce que une compréhension parfaite du cerveau, par exemple, expliquerait l'origine de la conscience ou n'expliquerait que l'activité cérébrale? Est-ce qu'une meilleure connaissance de la biologie expliquerait la vie ou est-ce qu'une meilleure connaissance de la biologie n'expliquerait que les phénomènes biologiques? Autrement dit, est-ce que la conscience, la physique de la conscience, si j'ose dire, bénéficie ou non d'une extraterritorialité par rapport à la physique? Ou est-ce que la conscience, ou bien la vie, pour prendre cet autre exemple, ont des lois qui soit sont émergentes par rapport au substrat physique, soit sont autres que les lois physiques? Et ça, je ne suis pas sûr qu'on soit capable d'y répondre rapidement.
Notamment parce que, c'est un peu votre question, la conscience ne peut pas vraiment se définir. Elle peut se caractériser, mais elle ne peut pas vraiment se définir. Regardez d'ailleurs les débats actuels sur la situation de M. Lambert. D'accord ? C'est autour de définition de la conscience, de ce qu'elle est, de ce qu'elle pourrait devenir, de ce qu'elle est devenue, que les débats portent principalement. Bon, comme on dit, le temps qui nous est imparti est atteint. Vous allez pouvoir, Étienne Klein va signer pour tous ceux qui en veulent son livre à la fin. Je vais simplement terminer par une question qui nous permet de revenir un petit peu, d'une part de, je n'allais pas dire atterrir, mais revenir à des préoccupations assez immédiates. Et en même temps que vous avez déjà un petit peu d'aller un peu plus loin par rapport à ce que vous avez évoqué tout à l'heure quand vous parliez du mélange aujourd'hui un peu partout entre croyances, connaissances, fake news et perte de l'argumentation. Et vous avez écrit, je vous cite, « Le Brexit et l'élection de Trump m'ont décidé à m'engager pour faire rempart au discrédit jeté sur les vérités des sciences et lutter contre la post-vérité. » Je voudrais que vous en disiez un tout petit peu plus. Mais c'est ça la guerre qui est perdue. Mais il faut livrer bataille. Mais c'est évidemment fichu. Parce que Trump, on l'accuse de mensonge. Mais c'est une erreur. C'est pas un menteur, parce qu'un menteur, il connaît la vérité. D'accord ? Ah oui, un menteur, il connaît la vérité. Donc un menteur, c'est quelqu'un qui sait où est la vérité. Il ne l'honore pas. Il la trahit même, mais il sait où elle est. Alors que Trump, pas du tout. Il ne sait pas où c'est. En fait, il est indifférent à la vérité. C'est plutôt ça. Et il produit des discours dont il sait qu'ils vont plaire à ceux qui ont envie que ces discours soient vrais. Voilà. Et donc, il est plutôt quelqu'un qui pratique ce que les Américains, et vous comprenez, appellent le bullshit, que le mensonge. Et donc, la question, c'est comment, dans ce système, faire en sorte que le bullshit n'ensevelisse pas la connaissance. Comme il est beaucoup plus intense et offre beaucoup plus de séduction, c'est fichu. Mais il faut quand même se battre. Il faut quand même se battre. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous recommande la lecture d'une page de Nietzsche, le philosophe. Dans ce livre qui s'appelle « Humain trop humain », il y a une page qui l'intitule « L'avenir de la science ». Et Nietzsche, qui a écrit ça en 1871, il décrit exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est hallucinant. Il dit notamment « Le goût du vrai va disparaître à mesure qu'il donnera moins de plaisir ». Il dit par exemple que quand on fait de la science, on est beaucoup plus intéressé par la science que quand on l'apprend. Il donne l'exemple de la table d'addition. Quand on apprend la table d'addition, 1 plus 1 égale 2, etc. Je ne me souviens plus de la suite. On apprend ça par cœur, c'est un peu ennuyeux. Et en l'apprenant, on n'a aucune idée du saut dans l'abstraction incroyable qu'ont effectué les types qui ont écrit une table d'addition pour la première fois. Qui ont compris que certes, une banane plus une banane, ça fait 2 bananes. Une pomme plus une pomme, ça fait 2 pommes. Mais qu'on peut abstraire l'idée d'addition, l'idée de chose, incroyable. Il y a même des gens qui pensent que c'est lié à une évolution du cerveau. Capacité d'abstraction de l'addition par rapport aux choses qu'on ajoute. C'est un truc absolument dément. Mais quand vous apprenez votre table d'addition, ça vous passe complètement au-dessus de la tête. Alors que si on apprenait la table d'addition en rappelant ce saut dans l'abstraction, les gamins seraient complètement scotchés. C'est-à-dire, on leur apprend ça comme un truc évident, alors que c'est un truc absolument prodigieux. Et donc, pour revenir à la post-vérité, moi je pense, et c'est ma conclusion, qu'il y a ce courant philosophique qu'on appelle le relativisme. Car rien à voir avec la relativité d'Einstein. Le relativisme, c'est l'idée que les connaissances sont relatives, elles dépendent de la culture, du contexte, elles sont historiques, fragiles, etc. Et évidemment, il y a un bon relativisme. C'est comme le cholestérol. Le bon relativisme, c'est celui par lequel vous voyez que les grandes idées de la science ne sont pas apparues hors sol. Ce n'est pas des petits génies qui sont connectés au ciel des idées. Il y a un contexte, il y a un problème, il y a des intelligences qui rencontrent des problèmes particuliers et ça fait tilt. Et donc, mais le contexte joue un rôle. Par exemple, Einstein, en 1905, il est au bureau des brevets à Berne. Il examine les brevets électromagnétiques pour synchroniser les horloges à distance.
S'il n'avait pas fait ça, peut-être qu'il n'aurait pas eu les idées qui l'ont mené à la théorie de la relativité restreinte. Mais au bureau des brevets, il y avait d'autres gens que lui. D'accord? Donc il ne suffit pas d'être dans l'air du temps pour avoir les bonnes idées. Il faut aussi être Einstein. Bon, bref. Mais le contexte joue un rôle. Et l'erreur du relativisme radical, le mauvais relativisme, c'est celui qui considère que ce qui est né dans un contexte particulier, en termes de connaissances scientifiques, demeure éternellement rivé au contexte de son apparition. Non, la relativité d'Einstein s'est émancipée de Berne en 1905 pour devenir la théorie universelle de l'espace-temps en physique. Donc elle a une valeur de vérité bien plus grande que dans le contexte où elle est apparue. Et donc ça, c'est quand même très difficile de faire passer cette idée dans un contexte où, en effet, la post-vérité, les fake news, les rumeurs viennent contaminer le débat. Il y a juste, si j'ai encore une minute, il y a un auteur anglais qui s'appelle Bernard Williams, qui a écrit un livre traduit en français sous le titre « Véracité et vérité ». Lisez ce livre, c'est absolument, il l'a publié en 2006. Il explique que nos sociétés postmodernes sont parcourues par deux courants de pensée contradictoires l'un avec l'autre, qui normalement donc devraient se combattre et même s'annihiler mutuellement, mais qui, en raison d'un effet pervers, se renforcent l'un l'autre. Le premier, c'est ce qu'il appelle le désir de véracité. Nos sociétés sont éduquées, informées, et donc lorsqu'une élite tient un discours homogène, on veut savoir si ce discours est tenu parce qu'il est vrai ou s'il est tenu par des gens qui ont intérêt à ce qu'il soit cru vrai. Donc on enquête. En gros, on ne veut pas être dupe. On ne veut pas être dupe. Et ça, c'est plutôt sain en démocratie. Donc le désir de véracité, c'est le souci de ne pas être dupe. Évidemment, dans ces formes pathologiques, il va vers la théorie du complot, etc. Mais à un certain niveau, il est parfaitement sain et défendable. Mais ce que montre Williams, c'est que ce désir de véracité, qui normalement devrait servir l'idée de vérité, après tout, si vous faites des enquêtes, c'est pour connaître la vérité. Ben, de façon très pernicieuse, ce désir de véracité aboutit à un déni de vérité. C'est-à-dire, quand vous tombez sur une vérité, vous allez considérer qu'elle est culturelle, contextuelle, éphémère, sociale, relative, de sorte que vous allez défaire l'idée qu'il y puisse y avoir des vérités assurées. Et c'est comme ça que le désir de véracité induit un relativisme absolu, si j'ose dire, qui fait que chacun se fait sa petite vérité sans la confronter aux vérités des autres. L'anagramme de vérité, de la vérité, c'est malheureusement relative. Merci beaucoup, de magnifiques anagrammes dans cette soirée. Merci. Donc, vous avez rendez-vous pour... merci, vous pouvez applaudir, oui. Je crois que c'était passionnant. Donc, vous avez rendez-vous pour un verre ici, et puis, bien évidemment, pour ceux qui le souhaitent, pour un livre, une dédicace d'Étienne Klein, ou l'achat également de Oui Demain, le nouveau numéro de Oui Demain, qui est absolument passionnant comme tous les autres, mais en particulier celui-là. Merci à tous.